Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Depuis que l'homme est sur Terre, il rêve de s'envoler, de déployer ses ailes. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'un des sujets que je trouve, à titre personnel, les plus excitants de la décennie, celui des voitures volantes. Allez, décollage immédiat. Bonjour Jean-Christophe, on est avec vous depuis Toulouse en duplex. Vous êtes le patron d'une entreprise, justement d'une start-up que je vais vous laisser nous présenter à Sundance. Quand je dis voiture volante, vous le prenez mal? C'est pas comme ça que, en fait, vous voyez? On ne se voit pas exactement. Bonjour Thomas déjà. Ravi d'être avec vous. Effectivement, on ne se voit pas forcément comme une voiture volante, mais je comprends l'analogie qui fait sens et qui parle à tout le monde aussi à travers quelques films qu'on fait rêver comme Le Cinquième Élément par exemple. Exactement. En fait, le terme technique, c'est VTOL, hein, Vertical Take-Off and Landing, c'est-à-dire décollage vertical et horizontal. C'est entre l'hélicoptère et la voiture quand même. C'est pour ça, voiture volante, enfin bon, ça fait science-fiction. Donc, comment est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites chez Ascendance? Tout à fait. Donc, chez Ascendance, on fait ce qu'on appelle un vertical take-off and landing. Donc, c'est entre un avion et un hélicoptère, c'est-à-dire qu'on décolle comme un hélicoptère verticalement, ce qui permet de limiter très fortement les infrastructures au sol, de décoller aussi de différentes localisations, qu'elles soient urbaines ou alors même très reculées. Et on fait une croisière ensuite comme un avion, c'est-à-dire qu'on a des ailes, donc on va aller chercher une portance, une efficience énergétique pour faire une croisière et puis faire des trajets qui peuvent aller jusqu'à 400 km ou plus nous concernant. Ouais. Donc en effet, c'est une révolution du monde de l'univers aéronautique. On va revenir en détail sur cette aventure parce que c'est ça aussi qui est incroyable, c'est qu'on revient un peu comme aux premières heures de l'aviation avec plein de jeunes entreprises qui se lancent à la conquête de cette nouvelle frontière. Mais auparavant, sur l'actualité de ce secteur, c'est un secteur très dynamique en ce moment, avec beaucoup de concurrence. Finalement, il y a des Chinois, des Allemands, des Américains, beaucoup d'acteurs sur ce marché. Qu'est-ce qui vous retient votre attention? Oui, vous l'avez bien mentionné, il y a trois pôles principaux, Chine, US et Allemagne avec les concurrents principaux. Je pourrais rajouter l'Angleterre qui est assez dynamique aussi sur ces sujets. Ce qu'on retient, c'est que souvent on dit qu'il y a 200 projets ou plus dans le monde. C'est vrai et faux. C'est vrai parce que ça va de la personne qui a son idée, qui met un dessin en ligne à un Joby Aviation qui a levé déjà plus de 600 millions d'euros. Ce que je retiens, c'est surtout un pool d'une quinzaine d'acteurs très financés, sérieux, qui a une volonté vraiment de rupture et qui avance quand même très très vite sur ce secteur. Et alors, en effet, très financé, comme vous le dites, c'est le cas avec des levées très importantes et notamment dans le jargon des SPAC qui permettent des cotations sur les marchés financiers américains et arriver avec 200-300 millions de dollars pour accélérer la croissance. Ça veut dire que, en fait, les investisseurs croient à ce futur marché. Oui, je crois que la question, elle est plus là même. C'est-à-dire à partir du moment où un Toyota met 350 millions sur Joby Aviation, à partir du moment où Hyundai met des investissements très importants, à partir du moment aussi où on a des Airbus, des Bell, des Boeing qui ont investi aussi, je pense que le marché n'est pas remis en question. C'est une question de temps, c'est une question d'adoption sociétale, de réglementation. Et ce qui va être important aussi, c'est à partir de quel moment, quel usage va en fait être le déclencheur de ce marché. Alors ça, c'est une vraie question. Quel usage est-ce qu'on le verra au centre des villes, hein? Alors, vous parliez du cinquième élément, mais c'est ça l'idée, c'est de pouvoir décongestionner les villes en utilisant cette troisième dimension qui permet de naviguer dans l'espace aérien. On a du mal à voir ça à court terme dans une ville comme Paris, par exemple. Oui, je pense que Paris, c'est pas forcément le bon exemple, ni l'Europe, c'est plus des villes très congestionnées comme en Asie ou aux États-Unis. Après, chaque acteur a sa vision, on va dire, dans la mobilité aérienne. C'est ascendance, on voit plus comme une mobilité régionale, une mobilité avec une capacité d'être intégrée dans les villes. Pourquoi? Pour réduire les ruptures de charge, c'est-à-dire éviter des transferts trop longs vers des aéroports éloignés,
éviter, par exemple, avoir une intégration dans la multimodalité, mais sur des mobilités plus longues. Ce qui nous a amené à nous lancer déjà dans la concurrence, qu'on est parti un peu plus tard que les autres, on pourra en revenir sur notre Ouais, histoire, ouais, on va revenir sur votre aventure. mais surtout avec un angle différent, c'est-à-dire une mobilité périurbaine et régionale, et qui s'accompagne d'un choix technologique très fort qu'est l'hybride. On va s'intéresser justement à ce marché du VTOL, véhicule qui décolle et atterrit verticalement. Alors, vous l'avez mentionné, 200 acteurs sur ce marché, 15 très bien financés. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tout le monde se précipite sur cette aventure avec une dimension, avec beaucoup de start-up? Il y a eu des ruptures technologiques qui font que tout d'un coup, c'est possible de recréer dans son garage ou presque un véhicule à décollage vertical? Alors, il y a eu surtout une rupture technologique qui est l'avènement des motorisations électriques et plus électriques, qui permet en fait de reconcevoir la façon dont on concevait un avion. C'est-à-dire un avion, souvent on avait un, deux, quatre moteurs maximum, on va dire. Euh, C'était pareil pour un hélicoptère qui avait un rotor et deux moteurs, un moteur ou deux moteurs, si vous voulez le redonder. Maintenant, on amène avec l'électrique déjà une optimisation de la propulsion et de l'usage de l'énergie, mais aussi ce qu'on appelle la propulsion distribuée. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à l'électrique, répartir plusieurs moteurs autant qu'on veut, hein. On a des concurrents qui en ont 36, par exemple, sur l'avion, ce qui fait qu'on reconçoit totalement l'avion. Et c'est là où je pense que la passion et la créativité, vous mentionnez les pionniers de l'aviation, et c'est là où on est dans une ère qui est très excitante pour l'aviation, parce qu'on peut reconcevoir la façon dont on voyait les avions. Exactement, et ça rappelle vraiment ça, parce qu'au début de l'aviation, il y a eu plein de prototypes, plein de formes d'avions, ça passait de l'espèce d'oiseau copié plus ou moins heureusement au biplan, au triplan, enfin bon, il y avait plein d'essais jusqu'à ce qu'on arrive à stabiliser tout ça. Et là, c'est un peu la même chose, on a des formes très différentes, hein. Ça va du modèle qui ressemble à un drone, à un gros drone, à votre prototype, enfin à votre modèle et votre vision. On va la voir d'ailleurs s'afficher sur l'écran. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on arrête son choix là-dessus? Ça va dépendre de ce qu'on appelle la mission qu'on veut remplir. C'est-à-dire que si vous voulez faire du saut de puce intra-urbain, vous allez peut-être avoir une forme plus d'hélicoptère ou ce qu'on appelle le multicoptère, qui va être très pratique pour décoller, atterrir assez facilement de façon verticale, mais qui va être très sous-optimisé sur des distances un peu longues. Pourquoi on a pris une forme plus qui ressemble à un avion? C'est qu'on va chercher encore une fois une distance longue, donc on va chercher à vraiment optimiser cette phase de croisière. Et donc, sans surprise, la phase de croisière, les ailes vont nous permettre de le faire et vont nous permettre d'aller des distances jusqu'à 400 km. Donc on le voit bien, hein, ça ressemble vraiment à un avion, mais avec des moteurs qui permettent justement des hélices qui sont incorporées dans les ailes et dans l'avant de l'avion et qui permettent ce décollage vertical. Et ça rappelle d'ailleurs, il y a eu des avions à réaction, hein, je crois notamment en Angleterre, qui permettaient ce genre de décollage vertical, mais qui n'avait pas bien fonctionné, enfin c'était pas adapté au moteur thermique, hein. Tout à fait. Il y a eu des essais, notamment dans le domaine militaire principalement, qui ont été quand même les précurseurs du VTOL, faut le dire, mais qui, peut-être par manque justement de technologie électrique qui facilite ces phases de transition, n'ont pas été poussés plus loin. Mais il y a quand même une littérature sur, ou du moins, il y a eu beaucoup d'expérimentations sur ce sujet des dizaines d'années avant nous. Et je pense, comme vous le mentionnez, que l'avènement des technologies électriques a permis en fait de résoudre les problématiques qui limitaient l'avènement de ces machines. Alors, c'est tout l'avantage de se lancer un peu tard dans la course, c'est qu'on bénéficie des technologies dernier cri, on va en reparler. Mais il y a aussi un choix à faire. Alors, il y a la forme, hein, on en a parlé, quelle forme aura ce véhicule. Il y a aussi sa consommation énergétique et le choix des énergies. Il y a le tout électrique, il y a de l'hybride, il y a de l'hydrogène, peut-être d'autres, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Euh, je reviens un petit peu à la vision d'Ascendance, pour ça que je parlais. L'objet même d'Ascendance, c'était de proposer des nouvelles solutions pour décarboner l'aviation. Donc permettre une aviation, mais plus propre. Et on a développé une vision sur l'usage et la transformation énergétique
qui pour nous passe par l'hybride. Pourquoi l'hybride? C'est un petit peu la Prius de l'aviation qu'on fait, si je résume très simplement, mais parce que la densité des batteries est vraiment trop faible pour permettre un usage 100% électrique sur des 4 places, 6 places et encore plus. Et parce que l'avènement de nouvelles énergies comme l'hydrogène est un petit peu plus éloigné, et si tant est qu'elles arrivent, elles vont avoir besoin, de toute façon, ce sont des architectures électriques et hybrides, parce qu'il y a une association aussi de batteries. Donc on a choisi une motorisation hybride, donc avec du thermique et de l'électrique, mais qui, comparé à un hélicoptère, nous permet de gagner 50 à 80% d'énergie, pas seulement sur la motorisation, mais aussi sur les gains aérodynamiques qu'on a mentionnés avec les ailes, mais qui nous permet aussi d'accompagner la transformation, la transition énergétique en accueillant par exemple de l'hydrogène, un peu comme un plug and play en remplacement du moteur thermique, quand ces nouvelles énergies ou ce qu'on appelle Sustainable Aviation Fuel, quand ils arriveront peut-être d'ici 5 à 10 ans. Donc, est-ce que je résume bien en disant que l'électrique, ça sert à l'atterrissage et au décollage, avec justement ces hélices horizontales, et puis le thermique, c'est plus le fonctionnement en mode avion classique? C'est exactement ça. C'est-à-dire que on utilise la batterie sur des phases de puissance et puis le thermique sur des phases où on a besoin plus de densité mais moins de puissance. Bon, on va revenir sur cette aventure, comment tout cela est né et comment vous voyez l'horizon chez Ascendance Flight Technology. C'est la prochaine séquence. J'espère que vous le prendrez pas mal. Je suis pour ma part admiratif, mais on a l'impression qu'il faut être quand même un peu fêlé, pour le dire gentiment, pour se lancer dans une telle aventure. C'est-à-dire que c'est tellement ambitieux de se dire on va lancer une compagnie, va fabriquer des avions. Oui et non. Oui, je pense. Vous avez raison. Si on était trop, comment dire, pragmatique, je pense pas qu'on se serait lancé dans l'ascendance. Après, si on l'a fait aussi avec toute l'expérience qu'on a en tant qu'ingénieur et beaucoup d'expérience électrique, l'avion électrique, c'est qu'on a eu aussi quelques certitudes qui nous ont permis de croire en notre projet, sachant qu'on s'est lancé après des Lilium, des volocoptères, des Joby Aviation. Et pourquoi on l'a fait? C'est pas pour juste suivre leur chemin, sinon ça aurait été là, un petit peu suicidaire, on va dire, avec l'avancée en termes de levée de fonds et capital technologique. C'est qu'on avait des convictions que c'était pas le bon chemin et que, au vu de notre expérience, le bon chemin était sur l'hybride et sur un usage différent et un marché différent. Donc on l'a fait avec beaucoup de conviction, mais aussi une part de rêveur, on va dire, de rêverie. Oui, bah, il en faut. Hein. C'est comme ça qu'on entreprend finalement. C'est pas pour s'inscrire dans les pas des autres. C'est pour faire tracer son chemin. Mais est-ce qu'on peut revenir justement sur votre parcours et comment est-ce que vous avez construit cette conviction? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous vous êtes dit, bah oui, on est capable de le faire parce que on a rassemblé une équipe de talents qui ont toutes les armes pour. Alors, l'histoire, elle a commencé chez Airbus. On a eu la chance de travailler sur un programme d'avion électrique qui s'appelait l'IFAN avec mes associés. Donc, on est 4 associés chez Ascendance, plus des advisors qu'on a issus du programme. Donc, on a pu avancer, déverminer un petit sur tout ce cheminement électrique, apprendre aussi. C'est un avion 100% électrique, donc avec la traversée de la Manche en 2015. Et petit à petit, on s'est pris au jeu. On a cru aussi à l'avènement de ces technologies, plus électriques, hybrides. Et en 2018, on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. On a eu pas mal d'hésitations entre rejoindre soit une entreprise existante, étrangère, des grosses startups qui avaient lancé leur sujet. Mais on avait ce manque de conviction dans leur solution et dans le marché qui fait que finalement, on s'est dit pourquoi pas nous. Et j'imagine que la question s'est posée à un moment donné de le proposer à Airbus, de le faire en leur sein, ou pas du Non, tout? pas forcément, parce que je pense que la motivation de l'équipe, c'était Airbus, c'est une super société, on s'est vraiment épanoui là-bas, mais c'était vraiment, je pense qu'on avait la fibre entrepreneuriale et on voulait être indépendant et avoir notre liberté de créer, d'avancer à notre vitesse. Donc, on rappelle que Ascendance est né en 2018. Je parle sous votre contrôle. Quand est-ce que, à votre avis, auront lieu les premiers vols avec des passagers civils ou en tout cas la commercialisation réelle? Alors on vise 2025 chez Ascendance. On a un gros jalon qui est les JO de 2024. On a été sélectionné par la RATP
l'Île-de-France et puis Aéroport de Paris sur un appel à manifestation d'intérêt pour voler au JO. Et Il y aura donc, des essais d'ailleurs bientôt, hein, je crois, en Île-de-France pour tester ces technologies. Il y a l'aérodrome de Pontoise qui a été sélectionné. exactement, il y a tout un écosystème qui a été mis en place pour favoriser les discussions avec notamment les autorités aériennes, avec le contrôle aérien, les infrastructures sol, les opérateurs, les organes de maintenance, ce qui fait que ça nous permet en fait de faire avancer l'ensemble de l'écosystème vers le marché, parce que si on a un avion qui n'est pas maintenable, qui n'est pas opérable, le marché n'existera pas. Mais alors vous dites 2025, les JO c'est 2024, donc ça veut dire que vous ne serez pas au rendez-vous des JO? Si, si, on sera au rendez-vous des JO. Je parle d'une commercialisation plus dense D'accord. en Donc échelle. les JO pourraient servir de test à balles réelles, à échelle réelle. Et les premiers vols d'un prototype, les vols d'essai en tout cas, ça serait pour quand? Ce sera entre 2022 et 2023, sachant qu'on a déjà des essais, que ce soit sur des essais vol à des échelles réduites, que ce soit sur, on va avoir une motorisation aussi échelle réelle. On a beaucoup d'essais et de vérifications à travers de la soufflerie aussi. Donc c'est un plan de développement quand même assez sérieux, parce qu'on on reste très sérieux et la sûreté est quand même le mot d'ordre numéro un de l'aviation. Donc on arrivera au JO quand même avec des certitudes. Mais alors, ça veut dire qu'une start-up comme la vôtre, il faut la financer de 2018 à 2025, les premières commercialisations, 7 ans avant de gagner de l'argent, c'est énorme. Est-ce que vous trouvez les investisseurs qui vous suivent dans ce pari aussi un peu, enfin, très ambitieux? Alors, on en trouve, oui, oui, on a fait des levées de fonds, on a des personnes qui nous soutiennent, on a des soutiens aussi financiers de la BPI et puis de la région Occitanie notamment. On a des partenaires. Après, il est vrai que dans le cheminement de ce type de projet, il y a une course à la technologie, il y a une course au produit, mais il y a une grosse course au financement. J'ai envie de dire malheureusement, parce que enfin, ça fait partie des enjeux, mais on lutte pas forcément à, comment dire, on n'est pas à jeu égal avec des sociétés américaines qui ont des VC ou des organes financiers très importants, mais en Europe et en France, ça touche. Et, ça se commercialisera à peu près quel prix? Vous avez déjà un ordre d'idée? Combien coûtera un de vos véhicules? On travaille avec, on a bien sûr un ordre d'idée, on a des objectifs aussi, parce que quand on lance un développement, même très en amont, on fait des choix technologiques qui ne sont pas que dictés sur la performance, mais sur la sûreté, mais aussi le coût d'acquisition et le coût d'opération. Donc on a des ordres de grandeur, on travaille avec des potentiels clients aussi sur ces aspects-là, dès maintenant, mais c'est des choses qu'on itère et qu'on garde encore confidentielles. Bon, c'est encore la secret sauce. Et en France, il y a beaucoup d'acteurs comme vous, ou c'est encore assez limité le nombre de startups qui se lancent dans ce véhicule à verticage et à décollage vertical et atterrissage vertical? Non, aujourd'hui, je crois on doit être les seuls. Il y a toujours des startups qui se lancent, certaines malheureusement qui ne perdurent pas. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, on est les seuls. Et puis, je pense que de toute façon, l'enjeu d'ascendance, c'est pas d'être le seul français, hein. Je pense que l'écosystème a besoin justement de plusieurs startups pour dynamiser et puis créer un écosystème. On regarde plutôt nos amis étrangers sur la compétition. Un phénomène qu'on voit souvent, c'est que des startups de rupture comme la vôtre, parfois séduisent en effet des acteurs étrangers qui arrivent avec un chèque en disant on vous rachète, on prend votre technologie, votre équipe, on vous emmène à Shenzhen ou dans l'Ohio. Enfin bon, peu importe. Est-ce que vous avez déjà des discussions de ce type? Est-ce que vous avez déjà été approché par des groupes étrangers? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est des questions qu'on a aussi continuellement, sans le cacher, de trouver le bon environnement pour se développer. Sans parler de déménager la société, nous, par exemple, on a été accéléré en Silicon Valley, en Silicon Valley pour étendre aussi notre réseau. Donc, on développe un réseau américain. Là, on est en train de développer un réseau asiatique parce que le marché, il sera mondial. Donc, on sera obligé de développer, voilà. Après, je pense qu'initialement, quand même, parce que je pense, j'en suis sûr, l'envie d'entreprendre en France, elle était très forte pour nous, côté fondateur. Donc, l'enjeu, c'est de rester en France, mais on a toujours cette réflexion de savoir où est-ce que la société se développera mieux. Bon, on va voir, Jean-Christophe, maintenant, comment est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, à titre personnel, vous vivez cette aventure?
Est-ce que vous avez toujours eu envie de créer une entreprise, la fibre entrepreneuriale sommeillait en vous depuis longtemps ou ça a été un déclic plus tardif? Non, je pense vraiment qu'elle sommeillait. Après, je ne me considérais pas comme un serial entrepreneur, c'est-à-dire que je ne générais pas des idées à la minute. J'étais assez exigeant aussi sur la typologie de produit que je voulais faire. C'est vrai que j'étais toujours passionné avec une application physique concrète des choses. C'est pour ça que je suis allé, par exemple, chez Airbus, parce que les satellites, les avions me faisaient rêver. Mais elle sommeillait en moi. Et quand on a eu l'opportunité ou cette idée de créer Ascendance, on s'est dit, bah, on est à la pointe d'une thématique. Euh, on a une expérience et une légitimité pour le faire, un réseau. Bah, c'est maintenant ou jamais. Donc c'est ce qui a permis, on va dire, de réveiller cette envie. Et alors, à l'heure actuelle, au stade où en est votre entreprise, c'est surtout des compétences, j'imagine, techniques qui sont clés. À terme, ce sera peut-être des compétences plus commerciales ou de développement. Est-ce que vous sentez qu'il va falloir que vous évoluiez ou que vous vous entouriez d'autres talents? Oui, tout à fait. Alors, ça commence déjà maintenant, hein, parce que on a, comme je vous l'ai dit, une, une force de business développement qui est en train de croître. Moi-même, je suis passé par le business développement, j'ai fait un master en business après mon école d'ingénieur, donc je suis assez sensibilisé à ces thématiques et c'est même un sujet qui va devenir de plus en plus important dès cette année. Donc il y a bien sûr un aspect technique qui est prédominant, mais le développement de la société, il va être sur bien d'autres fonctions. L'émission s'appelle Business Model en référence aux personnes qui peuvent inspirer les uns ou les autres, aux grandes figures de l'entreprise. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'elles sont plutôt du côté présent ou du côté historique? Sur le côté historique, j'aime bien m'inspirer de personnalités. J'ai pas d'un entrepreneur Parce qu'il y en a eu que dans l'aviation en France, hein, des grands entrepreneurs tricolores qui ont lancé leur non, société, leur compagnie. bien sûr, les Marcel Dassault et puis autres. Je pense que je m'inspire de beaucoup d'histoires. Il y a aussi des histoires forcément étrangères qui sont très importantes. Il y a aussi des histoires même dans le software, comme j'aime bien Daniel Ek, que j'ai eu la chance de rencontrer de Spotify. Donc souvent, j'essaie vraiment de retenir les personnalités, ce qui a fait que ces personnes ont pensé différemment, ont agi différemment pour amener une rupture. Je m'inspire aussi du présent. On a des entrepreneurs français comme ce que fait par exemple l'équipe d'Insect et Antoine Hubert sur une société industrielle. On parlait des capitaux très importants, mais ils ont monté une industrie, ils sont en train de monter une industrie avec une nouvelle réglementation. Et c'est des gens qui ont quelques années d'avance devant nous, mais on a la chance aussi de s'en inspirer. Donc on s'inspire du passé un petit peu lointain, mais aussi du présent, parce qu'il y a beaucoup de personnes inspirantes. Et quels sont les défis en tant que chef d'entreprise que vous imaginez pour la suite de l'aventure? Comment est-ce que vous vivez cette expérience? Alors, c'est une constante remise en cause, hein. L'entrepreneuriat, moi je le découvre à titre personnel, c'est ma première société, ce qui fait que c'est passionnant. Mais vous devez à la fois toujours alimenter votre vision, construire un plan stratégique et quand vous l'avez un plan et implémenté et que vous avez exécuté ce que vous avez prévu, en fait, vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous devez déjà générer la suite, réaliser et réexécuter. C'est ce qui nous arrive là, parce qu'on arrive à la fin d'une exécution de tout un plan qu'on avait mis à l'été dernier et on est en train déjà de préparer et d'avancer sur le suivant. Euh, Et Prochaines étapes, moi me concernant, c'est vraiment constituer une équipe très forte et internationale, donc avec aussi une diversité, qu'elle soit dans les fonctions et dans la diversité dans toute sa splendeur, et l'internationaliser. Ça va être à sa sens. Là, on a construit un petit champion français avec beaucoup de personnes autour. C'est maintenant faire quand même une société qui est les reins solides au niveau international et une vocation internationale. Et votre rêve le plus fou, c'est jusqu'où vous vous projetez? Quelle est votre ambition à terme? Bah, comme je le disais, en fait, on développe notre Vitol, mais on développe aussi de façon propriétaire nos technologies hybrides. On croit beaucoup à l'hybridation pour disséminer ces technologies à un ensemble d'avions plus large que ceux que développe Ascendance. Donc, mes rêves les plus fous, c'est peut-être en 2030-35, il y a un petit bout d'ascendance dans chaque avion. Bah, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, hein. Ce serait une très belle aventure et ça prouve à quel point voilà, ce terrain de jeu de l'aéronautique est encore très riche d'innovation et que des acteurs comme vous, Tricolore, arrivez à faire partie de cette course. Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir partagé avec nous votre aventure aéronautique.
On va la suivre avec intérêt. On espère qu'on vous retrouvera avant 2024 pour voir un peu les grandes étapes et le développement d'Ascendance. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité à Business Models. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.